Alors, le tronc cérébral, c'est tout simplement la partie intermédiaire comprise entre la moelle spinale et le diencéphale. Vous vous rappelez peut-être que dans le cerveau, vous avez les deux hémisphères qu'on appelle les vésicules dérivées en fait des vésicules télencéphaliques, que les deux vésicules télencéphaliques communiquent avec le diencéphale, qui est la partie moyenne du cerveau, centrale. On va très bien l'étudier ensemble. C'est la région du troisième ventricule, du thalamus, tout ça, on verra tout ça ensemble. Hein, c'est en plein milieu du cerveau, le diencéphale, et que juste en dessous, vous aurez la vésicule mésencéphalique qui donne le mésencéphale chez l'homme, mésencéphale, et après, vous avez les autres vésicules qui donnent le métencéphale et myélencéphale. Voilà. Bon, ça c'est le tronc cérébral. Tout ça, c'est le tronc cérébral. Voilà. Donc, vous voyez cette jonction entre le cerveau, diencéphale là-haut, et la moelle spinale en bas. Il est évident que ça va être une zone de transition où vont circuler les voies ascendantes, la sensibilité, et les voies descendantes, la motricité. Donc, c'est clair que les lésions de ce tronc cérébral pourront entraîner des hémiplégies ou des troubles sensitifs de la moitié du corps. Donc, vous voyez, il faut comprendre cette organisation dans ce sens. Il y a 3 étages dans un tronc cérébral. 1, 2 et 3. Ces 3 étages, ici, ce sont en bas, la moelle allongée, qu'on appelle aussi le bulbe rachidien dans la terminologie française, mais en terminologie internationale, c'est la moelle allongée parce que cette région ressemble à la moelle spinale et semble la prolonger, donc moelle allongée. Ensuite, le deuxième étage, c'est le pont, que vous verrez sous le terme de protubérance annulaire dans les anciens bouquins, mais c'est le pont, ou pont de Varol, c'est la même chose. Or, ce pont, vous allez voir qu'il est très ventru, et surtout qu'il va donner des fibres qui partent latéralement, s'enfoncer en arrière dans le cervelet. Donc ça, c'est aussi très important. C'est ce qu'on va appeler des pédoncules cérébelleux. Je vous les montrerai tout à l'heure. Le troisième étage, c'est l'étage du mésencéphale. Et comme vous le voyez sur ce cerveau, on le voit très mal, puisque ici, la moelle allongée, on la voit bien, le pont, on le voit bien, et le mésencéphale, il est au fond, là, il est en train de faire sa jonction avec le cerveau, donc avec le diencéphale. Ce tronc cérébral, il est situé, voilà le rocher qui est là, le rocher, le bord supérieur du rocher, voilà l'occipital, voilà le foramen magnum qui est à ce niveau-là, eh bien il est situé donc dans la fosse postérieure. Il est situé dans la fosse postérieure, donc il sera ici, le tronc cérébral, il est situé en avant du cervelet, le cervelet donc qui est un rapport tout à fait important. Vous voyez en coupe sagittale les 3 étages du tronc cérébral, moelle allongée, pont, mésencéphale, et le cervelet en arrière. Donc ça c'est facile, hein, j'en ai déjà parlé. Hein. La fosse postérieure, bien fermée par l'occipital, bien fermée par la tente du cervelet, et puis bien remplie par en avant le tronc cérébral, en arrière le cervelet, et le tout recouvert par la tente du cervelet. Alors, on va commencer par regarder la moelle allongée, comment elle se présente. Vous voyez sur une vraie photo. Sur une vraie photo, c'est petit, hein, c'est très très petit. C'est pas plus gros que mon pouce. Hein, donc c'est vraiment pas évident. Et vous avez une structure qui ressemble à la moelle. Alors avec ici une fissure médiane ventrale, comme la moine, hein, c'est pareil, une fissure médiane ventrale. Et puis de chaque côté de la fissure, vous avez les pyramides bulbaires. Pyramide bulbaire. Ah, je suis en mode, voilà, pyramide bulbaire. Ça, c'est important, parce que dans ces pyramides qui sont en avant, alors les voici, les pyramides bulbaires, pi et pi, voilà, c'est ici que descendent les voies pyramidales, les voies de la motricité volontaire, et le syndrome pyramidal qui découle de la lésion de ces voies. Donc, pyramide bulbaire avec les voies pyramidales.
Enfin, plus en dehors, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici une sorte d'olive, un renflement, c'est un noyau. Ce qu'on va appeler l'olive inférieure. Olive inférieure. Donc ça, c'est tout à fait important. C'est un noyau spécifique, un noyau propre de la moelle allongée. Noyau propre. Alors vous verrez que c'est un noyau qui envoie des informations au cervelet. Il contrôle le cervelet. C'est l'olive inférieure. On le voit un tout petit peu sur cette photo. Voilà, ici, on voit ce renflement. Bon, je vais peut-être effacer un peu pour mieux voir. Voilà. Donc c'est dans cette région, vous devinez un peu le renflement de l'olive inférieure. Enfin, on va voir dans la partie basse une commissure. Alors là, elle est mal placée. J'ai pas vu quand le dessinateur m'a fait le dessin. Elle devrait être à ce niveau-là. C'est la commissure, ici, la décussation qu'on appelle des pyramides. Alors, décussation. Vous verrez très souvent ce terme. Il est très important en neuroanatomie. La décussation des pyramides. Décussation veut dire croiser la ligne médiane. C'est l'endroit où la voie pyramidale, gauche, passe à droite, et la droite passe à gauche. Décussation. Donc, c'est très important. Toute lésion située sur la voie pyramidale au-dessus entraîne une hémiplégie opposée. Toute lésion située en dessous de cette décussation entraînera un déficit du même côté que la lésion. D'accord? Et donc c'est pour ça que c'est important de connaître le niveau des décussations, c'est-à-dire des croisements des voies. Enfin, on va voir un certain nombre de nerfs crâniens qui vont émerger. Alors, on les regarde ici. Vous avez tout d'abord, en avant de l'olive, ici, flèche rose, violette, c'est le 12. 12e paire des nerfs crâniens. C'est le nerf hypoglosse. Le 12, nerf hypoglosse, et c'est le nerf de la motricité de la langue. Motricité de la langue qui passe par le canal condylien. Bon. Ensuite, vous avez plus bas et latéralement tout un ensemble de nerfs qui vont être le 11 ou nerf spinal. Regardez ce nerf spinal comme il est bizarre. Il a une racine médulaire, M. Regardez comment elle monte le long de la moelle, parce que là, ça c'est de la moelle, ça c'est de la moelle cervicale, puisque vous voyez sortir la première paire des racines cervicales, C1. Regardez, C1 qui sort, ça c'est de la moelle cervicale. Hein, c'est pour ça qu'il y a une erreur dans la décussation. La décussation, elle doit être au-dessus. Voilà. Donc ici, vous avez une racine médulaire du spinal qui rejoint une racine bulbaire du spinal. Et là, on a le nerf spinal, donc, qui se forme par la réunion des deux. D'accord? Ce nerf spinal va servir à innerver le trapèze, et va servir à innerver le sternocléido-mastoïdien, les muscles du cou. Donc, notamment dans la flexion-extension de la tête et dans la rotation de la tête. D'accord? C'est le sternocléido-mastoïdien. Sinon, c'est haussement des épaules, autrement, hein, pour le trapèze. Ensuite, vous remontez et vous avez un nerf qui est la 10e paire des nerfs crâniens, un nerf vague ou pneumogastrique. C'est la même chose. Vague ou pneumogastrique. Il est très important. Il fait partie avec le 9. Avec le 9, donc je remets le 9, le 10 et le 11. Voilà. 9, 10, 11. Donc le 9, il est là. Le 10, il est là. Et le 11, il est là. Voilà, bon, peu importe, hein, c'est le dessin. 9, 10, 11. Mais c'est dans l'ordre, hein. Le 9 en haut, le 10 en dessous, le 11 en dessous. Voilà. Ces nerfs forment le paquet des nerfs mixtes. Car ils vont cheminer ensemble, et le 9 et le 10 sont des nerfs vraiment mixtes. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'ils sont moteurs et sensitifs. Et le 9 et le 10, enfin surtout, voilà, donc le 9 et le 10, ils vont s'occuper, entre autres, de tout le carrefour pharyngo-laryngé. Motricité, sensibilité
du carrefour pharyngo-laryngé. Les lésions de ces nerfs mixtes entraînent des troubles de la déglutition qui sont gravissimes. Évidemment, le bol alimentaire ne va pas aller du bon côté, il va aller dans les bronches. Donc c'est tout à fait important de bien détecter les paralysies des nerfs mixtes. Ça va entraîner une dysphonie, puisqu'il contrôle les cordes vocales. Vous voyez ? Et il va en plus contrôler tout le système parasympathique, donc au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen, le cœur, le poumon, le système digestif, péristaltisme. C'est tout le contrôle parasympathique. Donc tout ça, vous le verrez dans le chapitre nerf crânien. Non, je vous en parlerai un petit peu après. On arrive alors à la limite supérieure et on est dans le sillon médullo-pontique. Alors vous voyez ici, il y a un petit problème, c'est que le sillon qui est ici, entre le bulbe et le pont, pour bien parler, on devrait dire médullo-pontique, entre la moelle allongée et le pont. Mais médullo, on pense que c'est la moelle, tout court. Méfiez-vous de ça. Hein. Donc je vais vous dire bulbo-pontique, comme ça sera plus clair. Hein. Et dans ce sillon, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Encore une série de nerfs. Alors tout d'abord, vous avez le 6 en dedans. Ça, c'est le nerf de l'abduction de l'œil, nerf abducens, le 6. Et tout à fait en dehors, un paquet de nerfs qui est le paquet stato-acoustico-facial, c'est-à-dire le 7 bis et le 8. C'est un nerf auditif, le 8, le nerf auditif. D'accord? Ça, c'est tout le paquet qui est très latéral dans ce qu'on appelle la fossette latérale. Eh bien, tout ce paquet va plonger, va pénétrer dans le rocher, dans le conduit auditif, méa acoustique, hein, dans le rocher, et suivre un trajet à l'intérieur du rocher. Alors, il est clair que le nerf facial va sortir du rocher, puisque le nerf facial commande les muscles de la face. Hein. Tout ça, vous l'avez dans le poly, donc vous pourrez bien, faudra le savoir. Alors que le 8, lui, il reste dans le rocher, puisqu'il a comme cible la cochlée et le vestibule. Audition, équilibre. D'accord? Voilà. Voilà donc pour cette moelle allongée qui est très riche. Et ce que vous voyez là, ce sont que les émergences des nerfs. Donc, si vous voulez, ce qu'on va regarder maintenant, c'est le contenu, la configuration interne de la moelle allongée. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Premier principe. Je vais dans tout le tronc cérébral. Je vais séparer 3 grandes régions. Que ce soit dans la moelle allongée, que ce soit dans le pont ou que ce soit dans le mésencéphale, il y aura toujours 3 grandes régions. Première région, en avant. Car vous avez vu que, comme d'habitude, je fais des coupes comme l'imagerie, où l'avant est en haut du dessin, l'arrière est en bas du dessin. C'est de la coupe axiale, orientée comme en imagerie. La partie antérieure du tronc cérébral, c'est ce qu'on appelle le pied. On va appeler le pied du mésencéphale, le pied du pont. Bon, on dit rarement le pied du bulbe, mais en fait, c'est quand même le pied en avant. Voilà. Ici, la région du pied correspond aux pyramides bulbaires qu'on a vues tout à l'heure et qui faisaient une sorte de saillie en avant. Et vous voyez la fissure au milieu, la fissure médiane ventrale, évidemment. Ça, c'est la coupe ventrale, la coupe axiale, donc, de votre moelle allongée. Voilà pour la première partie. Le pied est en avant. Cette partie, vous en avez tous entendu parler, surtout ceux qui ont vu Le Papillon et le Scaphandre. Le film qui montre un locked-in syndrome, c'est-à-dire une lésion du pied du pont, où justement, il y a toutes les voies pyramidales qui descendent là-dedans, et que le sujet se retrouve complètement paralysé, et pourtant parfaitement conscient. Et c'est ça le film. C'est un locked-in syndrome, c'est vraiment une lésion de la partie antérieure du tronc cérébral, et c'est le vécu extrêmement difficile de ce patient, qui était directeur de la revue Elle, me semble-t-il, je ne sais plus, et qui est très très bien décrit dans ce film, que je vous conseille éventuellement à revoir ou à voir. La deuxième partie, c'est la partie moyenne. La partie moyenne, c'est là ce qu'on appelle le tegmentum. Le tegmentum.
Alors là, c'est le tegmentum bulbaire, ou le tegmentum pontique, le tegmentum mésencéphalique, à chaque niveau. Et dans le tegmentum, qu'est-ce qu'on a? Du gris, du blanc. Alors voyons, le gris, le blanc. Dans le gris, tout d'abord, des noyaux. Dans le tegmentum, donc des noyaux. On va séparer les noyaux propres à la moelle allongée. En voilà un. Ça, c'est le fameux noyau qui faisait saillie à l'extérieur et que j'avais montré à l'extérieur sous le nom de olive inférieure. Quand vous coupez, vous faites une coupe comme la flèche, vous voyez donc les neurones de ce noyau en forme de bourse plissée et le relief qu'ils vont présenter en vue antérieure et latérale. Bon, ça c'est un noyau spécifique de la moelle allongée, hein, qui va contrôler le cervelet, l'activité du cervelet d'ailleurs. Bon, ça c'est son rôle. Deuxièmement, vous avez d'autres noyaux qu'on va retrouver à tous les étages. Ce sont des noyaux de nerfs crâniens. Or, ces noyaux de nerfs crâniens sont organisés. Premièrement, les noyaux moteurs. Les noyaux moteurs sont toujours situés en dedans. Ici, vous avez la ligne médiane, et donc c'est en dedans. Noyau moteur. Il y a une deuxième colonne, alors ça c'est ce qu'on appelle les noyaux moteurs sommitiques. Vous avez une deuxième colonne, un peu plus dans le tegmentum, qu'on appelle la colonne motrice branchiale. Branchiale. Bon là j'ai plus la place pour écrire, mais vous m'avez compris, branchiale. Ensuite, c'est exactement comme dans la moelle spinale. C'est-à-dire dans la moelle, vous avez le moteur corne ventrale, le sensitif corne dorsale, et entre les deux, le végétatif. Et bien là, c'est comme si ça s'était ouvert comme un livre. En dedans, c'est toujours moteur. Ensuite, entre les deux, ça devient végétatif. Voici les noyaux végétatifs. Tous ces noyaux-là, ce sont des noyaux végétatifs, moteurs et sensitifs, viscéromoteurs, viscérosensitifs. Voilà, en vert, noyaux végétatifs. Et enfin, on arrive encore plus en dehors et on a un complexe de noyaux ici, c'est le noyau vestibulaire, et ça, c'est les noyaux sensitifs ou sensoriels qui sont en dehors. C'est les équivalents des cornes dorsales de la moelle. Vous avez la même stratégie, moteur, végétatif, enfin, moteur en dedans, végétatif en dehors et sensitif en dehors. Simplement, votre moelle qui était comme ça, elle s'est ouverte, hein, c'est ouverte comme un livre un petit peu, hein, et le sensitif passe en dehors, tout simplement. Bon, voilà donc cette organisation. Ça, c'était le gris. Alors, maintenant, il y a du blanc. Alors, effectivement, il y a un ensemble de faisceaux qui montent et qui descendent pour la motricité, la sensibilité, donc des faisceaux de contrôle. Et voici, par exemple, la voie de la sensibilité, la voie lemniscale. C'est un exemple. La voie lemniscale. Donc, vous voyez, plein de faisceaux, différents faisceaux, je passe les noms. C'est pas le but ici. Voilà la voie spinothalamique, là, dont je parlais tout à l'heure. Etc. Donc un ensemble de faisceaux qui montent et qui descendent. Entre ces noyaux et ces grandes voies qui montent et qui descendent, il y a encore du contenu. Et il y a une assemblée de neurones qui va former la formation réticulaire. Et regardez, le vide est comblé par toutes ces populations de neurones que j'ai indiquées ici, par exemple. Voilà, tout ça, tout ça. C'est la formation réticulaire. Et cette formation réticulaire, elle contrôle plein de choses. Elle va contrôler le tonus. Et donc quand vous allez avoir un syndrome pyramidal, vous verrez qu'il y a une hypertonie, l'hypertonie pyramidale, qui est liée à l'activité de ces neurones, qui vient influencer la moelle spinale en bas. Donc, tonus. Cette réticulée, elle contrôle l'éveil cortical. Donc, dans les lésions du tronc cérébral, on peut avoir des comas qui sont liés à un trouble, donc à une lésion de cette réticulée. Et cette réticulée, elle contrôle plein de grandes fonctions assez automatiques. Par exemple, la respiration. Et dans des comas, on peut avoir aussi des respirations anormales par atteinte des grands centres de la respiration qui contrôlent
donc les inspirations, les cycles d'inspiration et d'expiration. Voilà. Donc vous voyez, c'est un contenu très riche. Et quand vous pensez que cette structure-là, avec toute l'importance fonctionnelle que vous avez dedans, elle n'est pas plus grosse que mon pouce. Vous voyez un peu la finesse, la précision de cette anatomie. Alors voilà, en imagerie, je vais vite parce que le bulbe, vous voyez quand même ici, regardez, les pyramides bulbaires. Là, on les voit bien, là. Ça fait 2 petites saillies. Hein. L'olive, on ne voit pas vraiment. Ça, c'est une imagerie en T2. On a le liquide en hypersignal. Le cervelet est en arrière. Voilà. Ici, en coupe sagittale, ça, c'est du T1. Regardez, en T1, le liquide, il est en hyposignal. Imagerie pondérée en T1. Et ça, vous avez l'habitude. Il n'y a pas de problème. Voilà. 2e étage, le pont. Le pont, alors lui, il est très particulier. Parce que le tronc cérébral, qui est d'habitude une structure longitudinale entre la moelle et le cerveau, tout d'un coup, on a l'impression que le pont est une structure plus horizontale, plus transversale. Et c'est vrai, elle l'est réellement. En plus de l'aspect longitudinal, elle l'est. On va voir pourquoi. Le pont est limité en bas par ce sillon qu'on a vu tout à l'heure, le sillon pontomédulaire, médulo-pontique. On l'a vu tout à l'heure. Deuxièmement, en haut, un sillon ponto-mésencéphalique. C'est le sillon entre le pont et le mésencéphale. Ce qui est remarquable, c'est sur les côtés, comment le pont va fournir des gros faisceaux de fibres qui partent en arrière, regardez, ici, et qui est, en fait, le pédoncule cérébelleux moyen. Le pédoncule cérébelleux moyen. Excessivement important. Pourquoi ? Parce que, par le biais de ce pédoncule, des informations venant du cerveau vont être relayées dans le pont, et à ce moment-là, les fibres pontocérébelleuses, donc c'est pour ça qu'il y a des pédoncules, vont envoyer cette information au cervelet. Et quand nous allons faire le chapitre cervelet, on va comprendre donc le rôle de ces centaines de milliers de fibres qui partent en arrière pour donner des informations au cervelet sur ce que vous avez planifié au niveau moteur, là-haut, dans le cortex frontal. Et on va revoir tout ça, bien sûr, plus tard. Pédoncule cérébelleux moyen. Voilà. Alors, il y a un nerf crânien qui sort ici de cet étage. C'est le nerf trijumeau. Comme vous remarquez, il a une grosse racine sensitive. Ça, c'est la sensibilité de la face. Voilà. Puisque vous avez 3 territoires. Le territoire, pour la moitié de la face, évidemment. Le territoire du haut, c'est le nerf ophtalmique qui fait tout le front, la paupière sup et la cornée. Donc vous allez faire un réflexe cornéen dans l'examen neurologique. C'est le nerf trijumeau que vous testez, savoir s'il y a une lésion sur le trajet du nerf trijumeau. D'accord ? Donc le 5e nerf ophtalmique, c'est toute la partie supérieure au-dessus des commissures palpébrales. 5e. Le 5-2, nerf maxillaire entre les commissures palpébrales et les commissures labiales. C'est toute la région de la joue, de la lèvre supérieure, des fosses nasales, des arcades dentaires. Anesthésie chez le dentiste d'une branche du nerf maxillaire pour une anesthésie dentaire. C'est pour ça que quand vous avez une anesthésie d'une arcade dentaire, vous avez souvent une petite zone de peau dans le territoire du 5-2 qui aussi est anesthésiée. Vous avez une sensation là un peu cartonnée, si vous avez fait l'expérience. Voilà. Et enfin, on arrive au 3e territoire sensitif du nerf mandibulaire, qui lui, donc, s'occupe de la lèvre inférieure, du menton, c'est toute la mandibule, et de l'arcade dentaire inférieure, et là pareil, anesthésie dentaire aussi. Voilà les 3 branches sensitives. On n'oublie pas une branche motrice. Même si elle est petite, comme vous le voyez ici, la toute petite branche motrice qui est plus interne, c'est une branche qui a un rôle moteur pour la
mastication. Et vous connaissez ces muscles, pour les films américains, là, d'une époque, bien, là, les gros masséters, bien comme ça, hein. C'est les muscles masticateurs extrêmement puissants, les masséters, et il y a des ptérygoïdiens internes et le temporal qui participent. Voilà. Donc voilà pour ce pont et ce nerf. Le contenu, c'est comme d'habitude. Premièrement, le pied du pont, base des locked-in syndromes. Dans le pied du pont, on a les grandes voies qui descendent, les voies pyramidales. On voit ici les faisceaux qui sont en train de descendre, des faisceaux de fibres qui ont été sectionnés. Ils sont un peu séparés parce qu'on a des fibres pontocérébelleuses qui partent comme ça latéralement, toutes ces fibres qui dissocient un peu les voies pyramidales. C'est les fibres pontocérébelleuses, celles qui relaient les informations du cortex cérébral pour les envoyer au cervelet, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc une voie pyramidale comme d'habitude dans la partie antérieure, dans le pied du pont. En arrière, on a la deuxième partie, vous vous rappelez, on avait dit, ça s'appelait le tegmentum. Et dans le tegmentum, à nouveau, j'ai des noyaux, par exemple le noyau du 6, nerf abducens, à ce niveau-là, ou le noyau vestibulaire, tout ça, c'est un complexe, le noyau du 8, vestibulaire, qu'on retrouve à ce niveau, et puis des grandes voies, comme la voie lemniscale, le lemniscus, c'est la voie de la sensibilité. Bon, je dirais, c'est comme d'habitude. Les grandes voies, les noyaux propres, les noyaux de nerfs crâniens, et les grandes voies, et la réticulée. Hein, tout à fait comme d'habitude. Je n'ai pas parlé jusqu'à présent de la partie postérieure. J'ai dit il y a 3 parties dans un tronc cérébral. Il y avait le pied, le tegmentum, et normalement il y a le tectum. Or, dans le bulbe et dans le pont, enfin dans le bulbe, il était assez fin, assez déchiré, et ici, il est résumé à juste un petit voile blanc, donc qui n'est pas très intéressant, et qu'on appelle le voile médulaire supérieur. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le tectum. Voilà, 3e partie, en arrière, le tectum. Le pied est en avant, le tegmentum au milieu, le tectum en arrière. Pied, tegmentum, tectum. D'accord? Vous allez voir que le tegmentum, c'est au-dessus, dans le mésencéphale, qu'il est très net. Il est très intéressant. Alors voilà une image des pédoncules cérébelleux, simplement, pour montrer comment les fibres, elles partent dans le cervelet, latéralement. Hein. Mais en réalité, il y a 3 paires de pédoncules cérébelleux, car le cervelet, c'est comme un sac à dos. C'est-à-dire qu'il a les bretelles, quand en ceinture, c'est le pédoncule cérébelleux moyen, qui tient le sac à dos. La bretelle du dessus, c'est le pédoncule cérébelleux supérieur, qui réunit le cervelet au mésencéphale. Et, innovation, la bretelle du dessous, qui réunit les jambes au sac à dos. Hein, donc le bulbe au sac à dos, c'est les pédoncules cérébelleux inférieurs. 3 paires de pédoncules cérébelleux. Attention, dans les pédoncules cérébelleux, PCI inférieur, PCM moyen, ce sont des afférences, elles donnent des afférences du cervelet. Ce sont les afférences du cervelet. Donc ça apporte de l'information au cervelet. Alors que le pédoncule cérébelleux supérieur, PCS, lui, il est formé essentiellement, à 99%, par les sorties, les efférences du cervelet. Pédoncule cérébelleux supérieur. Évidemment, j'en reparlerai en temps voulu quand on fera le cervelet. D'accord? Vous voyez ces fibres fantastiques qui pénètrent dans le cervelet. Regardez là ici les inférieurs. Regardez, les inférieurs. Là, vous avez le supérieur, la sortie du cervelet, qui remonte vers le mésencéphale. Hein. Et là, il y a tous les échanges entre le cervelet en arrière et tout le reste du cerveau en avant, via le tronc cérébral. Hein, en vue d'artiste. Alors maintenant, on va... Bon, oui, je voulais vous montrer l'angle pontocérébelleux, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Ben, si vous voulez, quand on parle de l'angle, c'est ici qu'on le voit le mieux, sur une coupe axiale. Parce que là, on s'aperçoit qu'il y a le pont, et puis là, il y a le cervelet.
Et en fait, entre le pont et le cervelet, il y a un angle, ici, assez profond, et l'espace sous-arachnoïdien un peu dilaté. Donc c'est ce qu'on va appeler la citerne de l'angle entre le pont et le cervelet, ponto-cérébelleux. Et quand on regarde cet angle, il est centré, regardez bien, sur un petit lobule du cervelet, ici. Vous voyez ce petit lobule comme ça, là? Ça, c'est le flocculus. C'est le flocculus. Voilà. Et regardez-le, on le voit ici. Ce petit flocculus, on le voit très bien à ce niveau-là. Et là, en rouge, flèche rouge, on voit le flocculus. FL, flocculus. Eh bien, on est vraiment à l'angle très profond, hein, d'où va émerger le paquet stato-acoustico-facial. Tout le paquet stato-acoustico-facial, le 7 bis et le 8. Et ce paquet de nerfs qui émerge ici va ensuite rentrer dans le rocher. La coupe est trop haute là pour bien le voir. Pénétrer donc dans le conduit auditif interne pour avoir ses cibles, donc la cochlée, le vestibule, ou que le nerf facial va ressortir, évidemment, pour aller vers la face. Voici en imagerie le pont, pondéré en T2, le liquide en hypersignal, et regardez ça. Ça, ce sont les pédoncules cérébelleux moyens, pédoncule cérébelleux moyen, et vous voyez en plus le pied du pont et toute la partie tegmentum, ici, pontique. On voit très très bien. Et vous voyez même le relief des noyaux, là. Vous voyez, le petit relief des noyaux. Donc tout ça, c'est très intéressant. On peut avoir une bonne vision du pont, voilà, en coupe sagittale. Et en arrière, qu'est-ce qui se passe? La cavité épandymère qui est dans l'axe de l'ancien tube neural, hein, c'était bien un tube au départ, tout ça, qui était creusé d'une cavité épandymère. Eh bien, c'est resté un tube avec des formes, bien sûr, un peu changées. Mais à certains endroits, la cavité épandymère s'est développée. Et à ce moment-là, on a un ventricule. Ici, ce développement de la cavité épandymère que vous voyez là, c'est le 4e ventricule. 4e ventricule. Au niveau du tronc cérébral. Et bien sûr, on va l'étudier bientôt. J'arrive alors au mésencéphale. Et le dernier petit quart d'heure, ne vous inquiétez pas. Donc le mésencéphale, 3e étage, très court, qui va plonger dans le diencéphale, faire une jonction avec le diencéphale. Alors, donc ici, le mésencéphale va présenter la même organisation. Le pied, le tegmentum, le tectum. Hein. Simplement, je voulais vous le limiter. En bas, c'est le sillon ponto-mésencéphalique. Le sillon ponto-mésencéphalique. Voilà. Et puis, en haut, qu'est-ce qu'on voit? C'est le chiasma et les bandelettes optiques ou tractus optique, c'est-à-dire toutes les voies optiques qui forment la limite supérieure, puisque là, à ce niveau, c'est fini. Le mésencéphale plonge dans le diencéphale, fait la jonction avec le diencéphale. Hein, c'est la dernière chose qu'on voit. Ici, ce sont les voies optiques. Chiasma et tractus optique ou bandelette optique, si vous voulez. Alors, si je regarde la coupe du mésencéphale, d'abord, excusez-moi. Tout d'abord, un nerf qui émerge en avant du mésencéphale, c'est le 3, le nerf oculomoteur. Ce 3, vous voyez, qui émerge en avant de la région interpédonculaire, comme on le voit là entre les deux pédoncules. Ce 3, c'est le muscle de la verticalité. Le 6, ça c'est des choses basiques, il faut bien retenir. Le 6, c'est le muscle de l'horizontalité, enfin le nerf, excusez-moi, le nerf de l'horizontalité. Et le 3, c'est le nerf de la verticalité. Et, quand même, ne l'oublions pas, de l'adduction, A2D. Le 3, c'est l'adduction. C'est important, hein, parce que quand vous faites un mouvement latéral des yeux, il y a un œil en abduction ABD
ABD. Donc c'est le nerf abducens avec le muscle abducens, le muscle droit externe, droit latéral. Et l'autre, c'est un adducteur, le 3, qui innerve le droit interne et qui permet donc l'adduction. Or, le 6, on l'a vu tout à l'heure dans le pont, et le 3, on vient de le voir, on va le voir dans le mésencéphale. Il y a donc en plus, dans le tronc cérébral, des dispositifs qui vont associer les deux étages du tronc cérébral. Regardez. Ici, vous avez la case du mésencéphale, la case du pont. Ici, vous avez le 6, et là, vous avez le 3. Et alors, là, vous avez le noyau du 6, avec le nerf qui en part, et là, le noyau du 3, gauche et droite, voilà, avec le nerf qui part du noyau. Ça, c'est le noyau. Il est clair que quand vous faites un mouvement d'abduction, il faut que, lorsque le centre de commande de la latéralité, qui est commandé par le cortex, qui envoie ici une commande du cortex, attention, je regarde à gauche. Enfin là, ça serait plutôt à droite, ça fait rien, attention, je regarde à droite. La commande est transmise au 6, donc là, il va pouvoir partir en abduction, et immédiatement, vous avez ici un faisceau qu'on appelle le faisceau longitudinal médial. Voilà dans le tegmentum, encore un faisceau dans le tegmentum important. C'est lui qui va vous transmettre l'information du 6 au 3 en disant attention, le 6 vient de partir, il faut que le 3 suive, mais le 3 pour l'adduction. Et à ce moment, vous avez un mouvement harmonieux horizontal. Or, ce faisceau, c'est des axones myélinisés à l'intérieur du tronc cérébral. Si vous avez une sclérose en plaques, et que la sclérose en plaques, elle vient altérer ce faisceau, à ce moment-là, ça ne marche plus. Et lorsque vous regardez à gauche, par exemple, ou à droite, vous avez l'œil qui se met en abduction, c'est bien, mais l'autre, l'adducteur à 2D, il veut pas. On dit, ah, ça y est, j'ai trouvé une paralysie du 3. Eh bien non, c'est faux. Parce que si jamais vous amusez à faire un réflexe de convergence, vous verrez que le réflexe marche bien. Ce qui veut dire que du noyau du 3 jusqu'au muscle droit interne, ça marche très bien. Parce que par voie réflexe, on arrive à les faire marcher. Il n'y a pas d'interruption sur le nerf. Et le muscle fonctionne. C'est l'association entre le 6 qui est parti et le 3 qui ne se fait pas. Et donc, c'est ce qu'on appelle une ophtalmoplégie internucléaire que vous étudierez en neuro, en sémioneuro. Et vous avez là le support anatomique avec des corrélations anatomocliniques. C'est ça le plus important, le plus utile pour vous. Connaître le support anatomique de ce que vous allez apprendre après en sémiologie, en physiologie, etc. Excusez-moi, j'ai fait une parenthèse, mais ça me paraissait important. Eh bien, ici, il y a, comme d'habitude, le mésencéphale, avec la région du pied. Qu'est-ce qui passe dans le pied? Comme d'habitude, maintenant vous êtes habitués. Les voies pyramidales, voilà, qui descendent, c'est les voies de la motricité. Dans le tegmentum, vous avez des noyaux propres, comme le noyau rouge. Ça, c'est un noyau spécifique. C'est un noyau qui viendra dans la motricité, avec la voie pyramidale. On parlera de voie rubro-spinale, comme la voie cortico-spinale. Elles descendent ensemble, rubro-spinale. C'est une voie de la motricité. Elle part du noyau rouge. Et puis, vous percevez qu'il y a des noyaux de nerfs crâniens, ici. Là et là, c'est un noyau de nerfs crâniens. C'est le noyau du 3, justement. C'est le fameux nerf de l'adduction et de la verticalité, le 3. Il est là dans le mésencéphale. Et puis, on pourrait continuer en montrant les voies lemniscales, la voie qui monte, lemniscale, etc., etc. Enfin, c'est là où il ne faut pas oublier, c'est que la partie postérieure, ici, de votre mésencéphale, elle est très bien marquée, derrière. Et ça, derrière, qu'est-ce que c'est? C'est le tectum mésencéphalique. Eh bien, ce tectum, ici, c'est 4 boules qu'on appelle les colliculus. Colliculus supérieur, colliculus inférieur. On les appelait avant les tubercules quadrijumeaux. Alors, on les voit ici. À quoi ça sert, un colliculus?
Si, ça sert à quelque chose. Le colliculus supérieur, c'est un relais réflexe visuel, de réflexe visuel. Relais dans les réflexes visuels. Bon, c'est pas le relais de la vision, mais c'est un relais qui intervient pour les réflexes visuels. Par contre, le colliculus inférieur, lui, c'est important puisque c'est vraiment un relais de l'audition, les voies auditives. Et on va voir comment les neurones vont arriver dans ce colliculus, puis relayer avec un nouveau neurone qui ira au thalamus par la suite. Donc ça aussi, c'est important. Regardons en imagerie. En imagerie, peut-être que vous avez reconnu ici cette structure tout à fait caractéristique en forme de X. C'est bien sûr le chiasma optique, avec les deux nerfs optiques, le chiasma optique, CH, on y est là, et le tractus optique, TO, ou bandelette optique, c'est la même chose. Et enfin, en arrière, tout le lobe temporal, tout ça c'est le lobe temporal, voilà. Et entre les deux lobes temporaux, en plein milieu, le tronc cérébral qui est en train de monter comme ça, et là on est ici, hein, c'est ici qu'on est, mésencéphale, eh bien je vois mon mésencéphale, comme dans le dessin, avec en arrière les colliculus et en avant la région du pied du mésencéphale. Et il y a un noyau gris qu'on devine un peu ici, que je ne vous ai pas indiqué tout à l'heure, j'aurais dû, c'est le locus niger. Ce locus niger, ou substance noire, locus niger, qui sépare le pied et le tegmentum, entre les deux, le locus niger. Et ce locus niger, nous y reviendrons ensemble, car on va voir que dans la maladie de Parkinson, ce locus niger va dégénérer, va disparaître, et entraîner donc ce grand syndrome extra-pyramidal parkinsonien, avec la kinésie, le tremblement, la rigidité, l'hypertonie, donc en tuyau de plomb, caractéristique de la triade parkinsonienne. Voilà. Eh bien, je vais arrêter juste ce problème des nerfs. Ouais, c'est gentil. Merci. Alors, simplement, pour les nerfs crâniens, donc là, je peux pas, c'est vraiment impossible, mais c'est vraiment important. Je me demande même si je vais pas me faire un petit topo nerf crânien distance, comme ça, maison, dans un coin, et puis que je vous le mettrai un jour en ligne pour vous aider. Hein, parce que c'est la base, quand vous verrez le tableau nerf crânien, faites dans votre tête, base de l'examen clinique neurologique des nerfs crâniens. Et n'allez pas chercher le petit détail anatomique dont on n'a rien à faire. Il faut savoir dans quel trou ça passe, quels sont les rapports importants, et pour ça je pourrais mieux vous aider peut-être au travers du poly et éventuellement en court distance. Voilà, bon appétit et à après-demain. Merci.